Alors, je vais maintenant accueillir Jesse Burton, qui est chercheur à l'Université du Cap, en Afrique du Sud. Jesse Burton a dirigé donc l'équipe sud-africaine du projet de recherche Coal Transitions. Et la présentation de Jesse Burton est en anglais. Alors, j'invite toutes les personnes qui souhaitent avoir la traduction simultanée à allumer leur casque. Vous avez des casques à l'entrée de la salle si vous souhaitez cette traduction. Welcome, Jesse. Thank you so much. So you are about to... Bienvenue, Jesse. Vous allez nous parler des perspectives sur la transition du charbon en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Je vous prie de m'excuser, je ne parle pas très bien français. J'espère que vous apprécierez ma présentation tout de même. Je suis Jesse Burton, je fais partie du groupe de recherche sur les systèmes énergétiques à l'Université de Cape Town. Nous avons des modélisateurs, mais certains travaillent aussi sur les politiques et en particulier, au cours des 10 dernières années, nous nous sommes penchés sur comment arrêter de dépendre autant du charbon comme c'est le cas en Afrique du Sud. Donc, quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés dans une transition africaine? Voilà, pour vous donner une idée du travail que l'on fait. L'Afrique du Sud est une économie qui dépend beaucoup de l'énergie du carbone et du capital. Nous avons la société la plus inégale au monde. Nous sommes le pays le plus inégal au monde. Cela se voit parce qu'il y a d'extrêmes niveaux de pauvreté et de chômage. Nous avons un taux de chômage de 40%. Si vous êtes une jeune femme en Afrique du Sud, le taux de chômage est de 70%. Bon nombre de personnes ne travailleront jamais, n'ont jamais travaillé de leur vie. Donc cela est ce système d'inégalité et de pauvreté. Nous avons également un système énergétique qui dépend massivement du charbon. Donc non seulement nous produisons 85% ou 90% de notre électricité à base de charbon, mais le pétrole, le diesel sont également produits par le charbon. Et nous exportons beaucoup de charbon. Donc, dans la région du charbon Malinga, voilà, cette région dépend énormément du secteur du charbon. Donc, cela vous montre... Voilà, là, on voit le charbon. Et on peut voir que cela représente 70% du système énergétique de l'Afrique du Sud. 30% plutôt est exporté, mais de très haute valeur. Autrefois, on l'envoyait en Europe, maintenant, on l'envoie plutôt en Asie. Mais c'est une grande question. Continue-t-on de l'exporter? Que fait-on de nos centrales à charbon? Est-ce que vous pouvez m'entendre? D'accord. Et cette dépendance au charbon qui s'est développée au cours des 50 dernières années, vous pouvez m'entendre très bien. Donc, parmi les pays du G20, l'Afrique du Sud est celui qui dépend le plus du charbon. Vous pouvez voir l'Afrique du Sud ici. Nous sommes le pire de tous les pays qui ne font pas partie de l'OCDE. Nous dépendons davantage du charbon que l'Inde et la Chine et dépendons bien plus du charbon que l'Union européenne, bien sûr. En particulier, voilà, en Union européenne, il y a des pays qui dépendent du charbon pour leur électricité, mais c'est de moins en moins le cas, il y a une transition. J'aurais dû mettre une carte de l'Europe à côté, en fait, parce que si on regarde la France et l'Allemagne, il y a très peu de rouge, il y a un petit peu de rouge en Espagne et au Portugal, mais la France et l'Allemagne sont en bleu. Nous avons des ressources en vent et en soleil qui sont formidables. Nous avons beaucoup de chance. Nous avons des vents le soir, la nuit, lorsque la demande est la plus forte. Mais il y a de gros problèmes pour déployer suffisamment d'énergie, et ça a été le cas depuis quelques années. Donc, cette dépendance du charbon signifie que notre secteur de l'électricité est celui qui émet le plus de gaz à effet de serre. Donc, 80%. La production d'électricité représente 40% des émissions de gaz à effet de serre, et cela dépend, c'est presque intégralement nos centrales à charbon. Les carburants synthétiques, ce sont notre deuxième source de
gaz à effet de serre, GES. Ils utilisent le charbon comme matière première et ils produisent des carburants liquides, des produits chimiques, des carburants d'aviation. Donc en Afrique du Sud, maintenant, on se penche sur la possibilité d'utiliser de l'hydrogène vert pour remplacer cela. Mais je vais me concentrer sur la production de charbon et les défis liés à cela, parce que lorsque l'énergie est disponible, en fait, l'énergie renouvelable, c'est l'option la moins onéreuse en Afrique du Sud à l'heure actuelle, et pourtant nous ne progressons pas suffisamment rapidement. Alors où devons-nous aller? Donc les contributions déterminées au niveau national, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le jargon climat, c'est l'engagement que les pays prennent. Ce sont selon l'accord de Paris. Et donc notre taux de contribution nous requiert de construire des nouvelles batteries, des éoliennes, des panneaux solaires et d'arrêter d'utiliser du charbon. Donc à gauche ici, vous pouvez voir les différents niveaux de notre contribution déterminée au niveau national, donc les CDN. Vous pouvez voir la génération nouvelle nécessaire pour le pays. Donc en jaune, c'est le solaire, en bleu, c'est le vent, en orange, c'est les gaz flexibles, nous n'en avons pas. Et en vert, ce seront les batteries. Et en fonction de la demande, leur gestion également requiert de nouvelles capacités. Mais en général, l'Afrique du Sud doit construire entre 50 et 60 gigawatts de nouvelles éoliennes d'ici 2030. Aujourd'hui, nous en sommes à 10 gigawatts sur Terre. 6, c'est pour l'énergie. Et ensuite, il y a des panneaux solaires sur les toits que les maisons et les entreprises commencent à utiliser. Nous devons construire une capacité installée pour le pays aujourd'hui. Nous devons le faire tous les ans jusqu'à 2030 et encore davantage. Parallèlement à cela, aujourd'hui, nous produisons 200 terawatts par heure dans le pays. Nous devons réduire cela à 100 à peu près d'ici 2030. Donc, on doit réduire l'utilisation du charbon. On le fait en fermant certaines centrales. Mais il y a une discussion dans notre pays à l'heure actuelle parce que parfois, nous avons 12 heures sans électricité. Donc, peut-on utiliser ces centrales à charbon plus longtemps? C'est en discussion. Mais nous devons démanteler ces anciennes productions et réduire leur production, la production de celle que l'on garde, de moitié. Cela est très important parce que la région de Malanga, comme je le mentionnais, dépend beaucoup de cela. Donc, à partir de 2050 et à l'avenir, on doit se concentrer bien sûr sur le secteur de l'énergie. 2030, nous souhaitons nous défaire complètement du charbon, le remplacer par les éoliennes et les panneaux solaires et un petit peu de ressources hydriques. On installe beaucoup de capacités de gaz, mais on ne les utilise pas beaucoup et on garde un petit peu de capacité charbon pour lorsqu'il y a de très mauvais hiver et lorsqu'on manque de vent. Mais nous essayons de décarboniser notre secteur et nous allons essayer de le faire d'ici 2040. Nous devons également déployer de nombreux efforts dans l'industrie du transport. À l'heure actuelle, la plupart des gens utilisent des voitures privées ou des taxis privés, des minibus. Donc électrifier le secteur des transports et utiliser le transport ferroviaire est important. Mais l'Afrique du Sud a perdu 90% de son réseau ferroviaire au cours des 10 dernières années. Donc on a régressé dans ce domaine. Et le défi de l'électricité rend les choses très difficiles d'électrifier les véhicules en Afrique du Sud. Donc la question pour nous, ce n'est pas tant ces questions techniques, mais comment faire cela en même temps que l'on ait une transition économique qui nous permet de sortir de la pauvreté et de créer des emplois. D'ici 2050, on doit investir 224 milliards de dollars d'ici 2050 et 50 milliards de dollars d'ici 2030 pour pouvoir atteindre nos CDN.
atteindre ces objectifs nous coûte plus. Et lorsqu'on doit agir vite dans un pays comme l'Afrique du Sud, eh ben, on doit fermer les centrales à charbon, les autres centrales, et cela, en général, a un impact sur le PIB, et c'est une conversation très difficile à avoir dans le contexte de 40% de chômage, 70% de chômage chez les femmes, et de très haut niveau de pauvreté. Donc, l'attention se tourne sur est-ce qu'on peut utiliser l'hydrogène vert pour nos exports, est-ce qu'on peut localiser des énergies renouvelables avec d'autres types d'investissements et de politiques industrielles. J'ai mentionné que nous avons des problèmes d'approvisionnement en électricité. Donc là, ce sont les moments de blackout. L'an dernier, nous avons réduit... Nous n'avons pas produit toute l'électricité dont nous avions besoin parce que ce sont des centrales très anciennes et elles ne fonctionnaient pas très bien. Aujourd'hui, nous en sommes à 2 TWh de perdus. De délestage, et c'est parce que l'on utilise des panneaux solaires, et donc on peut améliorer la maintenance notamment, ce qui permet d'avoir moins de délestage. Mais comme vous pouvez le voir, c'est l'appli la plus populaire en Afrique du Sud. Elle vous dit les horaires auxquels vous n'aurez pas d'électricité au cours de la journée. Donc c'est un exemple du mois d'avril. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de délestage, mais en avril, ça, c'était une maison à Cape Town, à Hout Bay. Donc ça, c'est tous les horaires auxquels ils n'auraient pas d'électricité s'ils n'avaient pas de panneaux solaires sur leur toit. Donc l'économie a vraiment été touchée fortement par ça. Donc parler de cette transition et de moins de charbon, c'est très difficile. De supprimer le charbon progressivement, c'est très difficile lorsqu'on n'a pas d'électricité. Nous avons eu de la chance au cours des 18 derniers mois. Il y a eu une dérégulation du système de l'énergie et le secteur privé, jusqu'à maintenant, ne pouvait pas investir dans de nouvelles capacités, mais maintenant, ils ont le droit de développer des projets, de signer des accords bilatéraux et en vendre aux municipalités probablement. Donc il y a énormément de capacités qui sont produites par le secteur privé. Et tous ces projets pourraient nous permettre d'atteindre nos CDN les plus ambitieuses, donc notre feuille de route 1,5 degré, si nous construisions tous ces projets. Donc ça fait 65 gigawatts, dont une bonne partie sont des batteries de l'énergie solaire et éolienne. Mais ces projets sont développés par le secteur privé, donc rien n'est sûr. Il n'y a pas de système d'enchères publiques, ça n'existe plus. Et donc comment s'assurer que ces capacités sont construites est l'un des grands défis auxquels nous sommes confrontés. Le deuxième grand défi, c'est que nous n'avons pas construit suffisamment de réseaux en Afrique du Sud. C'est un problème auquel de nombreux pays sont confrontés, mais il n'y a pas de réseau dans les endroits où nous avons les meilleures ressources. Donc au nord du Cap et à l'est du Cap, nous avons beaucoup de soleil et de vent. Lorsque l'on a mené notre dernière enchère publique dans la domaine, un programme d'approvisionnement d'énergie publique, aucun contrat n'a été accepté, aucun contrat n'a eu lieu. Et il y a 2 projets dans le privé, donc nous devons construire 7, 8, 10 gigawatts par an et 3 gigawatts de solaire sur les toits, et c'est tout. Donc toute cette capacité énergétique a disparu, les gens n'ont pas développé de projet dans les endroits où il y a des capacités. Vous pouvez voir qu'il y a davantage de développement au nord-est du pays parce qu'il y a des réseaux disponibles, mais ce sont les prémices de ces projets. Et grâce à l'aide d'entreprises européennes, on a mis un cadre en place. Donc 3,3 gigawatts dans les provinces du Cap pour le vent. Mais tout ça ne nous permet pas de rattraper tous les vents qui ont été perdus depuis 3 ans. Nous devons construire 14 000 kilomètres de réseau d'ici 2032, ou même d'ici 2030 si on veut atteindre notre CDN. Et on doit construire 166 kilomètres, et pour l'instant, nous n'en avons construit que 74. Donc nous sommes 10 à 30 fois trop lents pour ces projets. Donc c'est vraiment très compliqué.
On ne peut pas fermer les centrales de charbon dans ce contexte. C'est une bonne chose pour les centrales à charbon. On ne veut pas les fermer de toute façon. La moitié du gouvernement ne souhaite pas le faire. Et tout le monde souhaite continuer d'avoir de l'électricité. Donc comment débloquer tout ce système? C'est vraiment la question clé. Et la réponse des clients au délestage, nous étions le 10e pays en termes d'énergie solaire l'an dernier. Mais seuls les foyers riches peuvent se permettre d'avoir une sécurité d'approvisionnement. Donc les plus pauvres ne peuvent pas avoir de panneaux solaires construits. Et les municipalités ne peuvent pas subventionner cela. Donc ils perdent leur capacité à subventionner pour les plus pauvres. Alors, les mines de charbon. Vous pouvez voir les régions, l'Afrique du Sud et les différentes villes et provinces de la région de Malanga. Le bleu, en bas, c'est la valeur ajoutée par secteur. C'est le secteur du charbon. Dans une ville comme Malekleni, ce qui veut dire ville de la maison, eh bien, vivre du charbon, eh bien, 44% représente le charbon. Malanga représente 20% de la... 20% des revenus viennent du charbon. Une personne sur 4 qui travaille dans les mines de charbon. Donc, si on arrête le charbon, ça aura un impact énorme sur ces villes. Les gens craignent que cela devienne des villes fantômes. Que va-t-il se passer? Les gens vont perdre leur emploi, toute l'industrie autour de cela va... Les professeurs vont perdre leur emploi. Il y aura tout ce type d'impact-là. C'est le problème. Il y a d'autres problèmes. Les salaires dans le charbon sont bien plus élevés, 2 à 3 fois plus élevés que dans le reste de l'économie et dans l'agriculture notamment. Et ils sont vus comme des emplois plus décents que le travail informel. Les gens ont des retraites, ils ont une assurance, ils sont syndiqués pour la plupart d'entre eux. Si vous cherchez un emploi que de temps en temps vous travaillez dans l'agriculture, vous gagnez 5 € par semaine. Et il y a des centaines d'emplois dans le charbon et dans les mines. Et nous avons également beaucoup d'emplois dans le secteur de l'automobile. Donc c'est un énorme défi, cette transformation, cette transition pour l'Afrique du Sud. De ce fait, il y a eu énormément de travail sur les politiques, le développement et la planification d'une transition juste. Donc nous avons un plan qui a été lancé il y a 5 ans et ils ont mis en place un cadre national pour la transition. Donc nous avons différents types de justice, la justice distributive, restaurative, donc qui se tourne sur le passé, et la justice procédurielle qui met en place des planifications. Ils vont se pencher sur le développement, la protection, le développement d'écoles et des différents secteurs, le charbon, le transport, le tourisme, l'automobile. Il y a une longue liste de secteurs. Par ailleurs, nous avons signé le plan de transition équitable en 2022 avec la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne. C'est un partenariat politique pour aider à soutenir l'Afrique du Sud à gérer cette transition. Nous avons produit le plan d'investissement JET. Et je vais vous en parler d'ici un instant. Donc, nous travaillons à savoir comment gérer ces défis. Ça, c'est le PCC. Il a un secrétariat, 25 commissaires de l'industrie, de la société civile, des entreprises, de la jeunesse, du gouvernement, et j'en oublie, les syndicats. Et ils ont des processus de parties prenantes sur l'atténuation, l'adaptation et la finance, le financement. Ils se penchent notamment sur la propriété juste, comment faire en sorte que les gens soient propriétaires, comment créer des projets justes, comment les faire financer. Ils se penchent sur les études net zéro, sur la pollution et le domaine de l'électricité. Ils travaillent également pour que ce processus soit harmonisé entre les différents départements d'État. On parle beaucoup du projet JET, donc du partenariat pour une transition énergétique juste. Lorsqu'on a fait le plan d'investissement, on a vu que les besoins étaient bien plus élevés que l'on le pensait. Donc quand on a mis en place ce plan, on pensait qu'il y aurait 8,5 milliards qui seraient accordés à l'Afrique du Sud
comme subvention, comme aide pour cette transition. Donc on a regardé ce dont on avait besoin pour le développement de la jeunesse, pour fermer les mines, les centrales à charbon. Et en fait, on a besoin de 98 milliards de dollars dans les 5 ans à venir. Donc les besoins sont bien plus élevés que ce que l'on avait anticipé. On parle beaucoup de si cette planification échoue, parce que l'Afrique du Sud commence à parler de garder ses centrales ouvertes plus longtemps. Mais ma vision est différente. Il s'agit de processus d'apprentissage complexes. Il faut que l'on en apprenne davantage, qu'on mette en œuvre ces politiques. On doit comprendre de façon très détaillée quels sont les obstacles à la mise en œuvre. Et on doit construire les capacités du gouvernement à faire tourner un énorme bâtiment. Donc, quel est le cadre d'évaluation d'une transition juste? Et c'est une question de la poule et de l'œuf. L'Afrique du Sud ne serait pas lancée dans ce processus s'il n'y avait pas eu de partenariat, je pense. Et je crois que c'est là où c'est très compliqué. C'est un travail très lent et progressif. Et est-ce que ce plan JET peut nous permettre de réduire les émissions et le charbon? Comment faire cela? Et davantage de financements sont absolument cruciaux. Il n'y a pas suffisamment de donations et ça a donné lieu à beaucoup de critiques, mais il y a d'autres problèmes. Nous n'arrivons même pas à dépenser ces donations parce que personne ne s'attendait à un partenariat de ce type. En fait, il y a énormément de besoins et il n'y a pas de projet en place pour utiliser ce financement. Donc, où sont les défis? Donc, les donations, eh bien, il faut que l'on puisse tracer tout l'argent qui arrive en Afrique. 350 millions de dollars ont été utilisés. La majorité ont été utilisés par des cabinets de consultants et des entreprises étrangères. Le groupe qui gère le JET et la présidence ne contrôle pas toujours les autres opérations de mise en œuvre de politique. Nous savons qu'il est très difficile pour la finance privée de financer une transition juste. Donc, comment faire quelque chose de novateur, former les gens, intégrer, inclure les jeunes, ou essayer quelque chose de nouveau? Ils ne savent pas comment faire ça. Il n'y a pas suffisamment de financement et de donations. Et quand c'est le cas, elles ne sont pas allouées aux bons projets. Donc nous avons besoin qu'il y ait une transition dans la population active dans les années à venir. Les personnes qui travaillent dans le charbon vont perdre leur emploi et donc on ne sait pas comment gérer cela. Beaucoup de travail doit être fait pour harmoniser le secteur public. Et on ne s'est pas beaucoup concentré sur les mines, bien que ce soit là qu'il y aura un plus gros impact en termes d'emploi. Nous savons qu'il y aura 17 à 18 mines qui fermeront dans les années à venir, juste parce qu'elles atteindront leur fin de vie. Et il n'y a pas vraiment de façon de gérer cela de façon intégrée. Je crois que j'ai un peu débordé, je suis désolée. Merci. Merci beaucoup. C'était une présentation très informative. Et maintenant, nous avons un peu de temps pour les questions. Nous avons reçu de nombreuses questions. Voilà la première. Est-ce que vous pensez que la transition économique, notamment le projet Queen, va bénéficier à la population qui est plus affectée par le chômage? Vous en avez parlé. Vous avez parlé notamment des femmes qui sont touchées par le chômage. Si c'est le cas, comment voyez-vous la question du renforcement des capacités? C'est une excellente question. Nous avons fermé une seule centrale, celle de Komati, et le processus a été très critiqué. Est-ce qu'on a muté de nombreux travailleurs? Donc il n'y a pas eu davantage de chômage, mais la ville en elle-même a été touchée et il y a eu des contrats qui ont été perdus, etc. L'un des défis, c'est que pendant longtemps, les gens parlaient d'une transition énergétique juste seulement, et donc ils s'estimaient que les travailleurs du charbon partiraient dans des centrales renouvelables, par exemple. Mais en fait, il faut toute une stratégie de transformation. Que peut-on faire à Malanga, par exemple? Il ne s'agit pas seulement d'énergie, il y aura un peu d'énergie,
Il y aura des renouvelables, des réseaux. L'énergie renouvelable est plutôt bonne là-bas, mais on doit aussi se pencher sur le tourisme, l'agriculture qui rapporte, comme la transformation de produits agricoles. À l'heure actuelle, il y a des processus qui commencent pour lancer des projets communautaires, et ce sera l'occasion d'inclure des personnes, de les intégrer, de gérer le chômage. Mais il y a aussi une discussion au sein de la société civile, et pas seulement au sein des gouvernements. Ce dont on a besoin, c'est un meilleur système de protection sociale, un salaire universel pour les personnes qui ne s'intègrent pas dans la nouvelle économie. Concernant le renforcement des capacités, on se penche beaucoup là-dessus, mais je crois que c'est de façon très fragmentée. L'un des défis, c'est que le système éducatif de base ne fonctionne pas très bien. Donc il y a des personnes qui ne peuvent pas manger. Il y a des petits projets pour essayer d'investir dans la formation, le développement des compétences, mais en fait, il faut que l'on revoie tous nos systèmes éducatifs. Merci. Nous avons une autre question. Avez-vous des ressources minérales critiques cruciales pour les panneaux solaires? Nous en avons beaucoup, en particulier des platinium, un peu de cuivre, beaucoup de chrome, presque toutes les ressources mondiales de chrome et beaucoup de manganèse. Donc c'est intéressant, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas été très bien régulés, les mines n'ont pas été très bien régulées, donc il y a des conflits entre communautés locales. Donc il faut que l'on voit comment faire fonctionner cela mieux. Nous avons de bons systèmes de recyclage. L'Afrique du Sud, pendant longtemps, a bénéficié des minéraux avant de les exporter. Mais à mesure que nous avons eu davantage de défis en termes de sécurité, eh bien, nous exportons de plus en plus de matières premières qui n'ont pas beaucoup de valeur. Donc il faut relancer cette activité. Et je pense que c'est possible puisque si nous avons beaucoup plus d'électricité. C'est là aussi où on voit que l'hydrogène vert serait très utile parce qu'on pourrait utiliser nos ressources de platinium et on pourrait utiliser l'hydrogène comme carburant liquide. Nous avons reçu de nombreuses questions, peut-être encore 2 questions très différentes. L'énergie est-elle un sujet clé dans l'élection qui est en cours? Je pense que les délestages, donc le manque d'approvisionnement, a été un gros problème. Les Sud-Africains sont vraiment en colère. Ils sont en colère de ne pas avoir d'électricité plusieurs heures par jour. Et donc ça a vraiment fait partie du débat. Mais les partis eux-mêmes n'ont pas développé de très bonnes politiques sur l'énergie, à part l'ANC qui est le parti au pouvoir. Ils ont davantage d'expertise sur le sujet. Certains sont très contradictoires, donc dans le même manifeste politique, on dit qu'il ne devrait pas y avoir d'implication du secteur privé, et ensuite nous estimons que le secteur privé devrait gérer les énergies renouvelables, donc c'est un peu incohérent. Mais je pense qu'il s'agit surtout de construire des capacités pour produire des renouvelables, et c'est un peu fluctuant. Certains partis sont très pro-charbon, pro-nucléaire, et d'autres sont très pro-renouvelables. Merci. Merci encore, Jessie.